le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Janssen. Thierry est diplômé en chirurgie urologique de la faculté de médecine de Louvain et en andrologie à la faculté de médecine Saint-Antoine à Paris. Il devient psychothérapeute et est l'auteur de plusieurs livres consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de la médecine intégrative. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Thierry. Bonsoir Julien. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Ouais. Ça va. J'ai mangé, je suis rassasié et plein d'énergie, donc tout va bien. Parfait. Oui, je voulais juste rappeler comment on se connaît, parce qu'en fait, on s'est rencontrés la première fois chez toi pour le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Oui, oui, j'en rappelle. Quand tu as dit chez moi, je dis mais il n'est jamais venu chez moi. J'ai déménagé entre-temps. Effectivement. Et j'en ai gardé vraiment un très bon souvenir. On a longuement échangé avant, pendant l'interview et après. Et je sais en plus que tu es passionné d'Égypte. Et à un moment donné, je t'ai lancé sur l'Égypte et on a parlé pendant des heures et des heures autour de l'Égypte. C'était passionnant. Et on avait une surprise parce que la prise de son n'avait pas bien fonctionné. Et du coup, tu n'avais rien pu utiliser de cette interview. Hein. Mais bon, ça avait été l'objet de la rencontre, enfin l'occasion de la rencontre. Mais exactement. Et donc du coup, pour compenser, je l'ai mis en ligne sur YouTube d'ailleurs. Hein, les gens qui nous écoutent, vous allez sur YouTube, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous C'est quoi le bonheur pour toi, Thierry Janssen, et vous tomberez sur l'interview qu'on a fait ensemble, qui est audible en fait sur YouTube. Mais c'est vrai que pour le cinéma, ça passait pas quoi. Alors Thierry, un peu comme d'habitude, quand je reçois un invité, je le laisse se présenter, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, parmi ceux qui nous suivent. Et si tu devais te présenter en 2 minutes, ou même plus rapidement, qui es-tu en fait, Thierry ? Je suis Thierry. et en fait, j'ai envie de dire je suis. Tu vois, je suis là, je suis présent, je suis là, et j'essaye de plus m'identifier à quoi que ce soit. Mais bon, ça, ce sont des mots, et dans la réalité, inévitablement, on est quand même identifié à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, à la famille à laquelle on appartient, etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose pour moi de très important de d'abord me présenter comme un être humain. Avant, je disais que j'étais un homme en quête de cohérence, parce que c'était vraiment une quête pour moi d'aligner ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je suis plutôt un homme en quête de justesse, parce que je cherche toujours à aligner ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, mais je voudrais que ça puisse être juste. Encore faut-il définir ce qu'on entend par justesse, mais vraiment, aujourd'hui, c'est la seule chose à laquelle je peux m'identifier. C'est cette quête d'ajustement permanent pour être le plus juste possible. C'est-à-dire de pouvoir m'adapter aux circonstances de la vie, de ma vie, en respectant le maximum de vie autour de moi et en moi. C'est vraiment ça aujourd'hui ce que je suis. Après, ça me fait faire un tas de choses, mais et donc ça me fait écrire, ça me fait enseigner, ça me fait être avec toi ce soir, mais ça me fait aussi me comporter d'une certaine manière avec mon entourage, avec mes amis, avec ma famille, et tout le reste découle de cet état d'être. Oui, qui d'ailleurs, on dit très souvent, est le travail d'une vie, quoi. Oui, c'était le titre de mon premier livre. Et tu sais, je crois, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut écrire des livres ou
réaliser des films comme tu le fais. Mais je pense que quand on le fait vraiment en lien avec sa propre histoire, là où on est au moment où on le fait, eh bien les livres annoncent effectivement notre trajectoire. Et le travail d'une vie, c'était mon premier livre et c'était vraiment le menu. Sans m'en rendre compte, j'écrivais dans ce livre ce que j'allais devoir vivre par la suite. Même si je l'avais déjà un peu expérimenté, je n'imaginais pas à quel point ça allait me travailler, je dirais même me labourer de l'intérieur. Et puis après, il y a eu un livre qui s'intitulait Vivre en paix, parce que je pense que c'était vraiment mon souhait, mais je ne l'étais probablement pas complètement, ou pas très souvent. Et puis après, j'ai finalement écrit La solution intérieure, qui était une façon de se réconcilier à l'intérieur de soi entre ce médecin, ce guérisseur, ce poète et ce scientifique qui cohabitent en moi. Et puis après, il y a eu La maladie est-elle un sens ? Et je suis tombé malade. Et donc, j'ai dû répondre à cette question et ça m'a amené à écrire Le défi positif, où là, j'ai vraiment, tu parlais du bonheur, j'ai vraiment essayé de comprendre ce que c'était le bonheur et comment on le définissait, comment on pouvait le définir et comment la science aussi s'y intéressait. Et la bonne santé par définition aussi. Et puis après, il y a eu Confidence d'un homme en quête de cohérence, justement, parce que je me suis beaucoup posé de questions sur ma propre cohérence et cohérent par rapport à quoi, par rapport à cet ego un peu névrotique ou cohérent par rapport à cette essence apaisée qui est au fond de nous. Et alors, ça a amené à écouter Le silence à l'intérieur qui raconte une crise spirituelle profonde, mais qui a tout changé. Et à partir de là, l'école de la présence thérapeutique existait. Et puis, j'en suis arrivé à écrire La posture juste, qui annonce la suite. On a hâte de savoir après ce qu'il va y avoir après. J'ai une petite idée, je vois déjà. Et alors, j'ai envie de rebondir sur une chose, parce que tu parlais de cohérence. Pour moi, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, parce que je trouve que c'est vraiment difficile d'être cohérent dans notre vie de tous les jours. Mais si tu veux, moi, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que finalement, la cohérence n'est pas une valeur morale. Parfois, on dit souvent, il est cohérent, sous-entendu, c'est bien, ou il n'est pas cohérent, sous-entendu, c'est mal. Non, pour moi, la façon dont j'aborde la cohérence et dont j'essaye de la vivre dans mon existence, c'est vraiment comme un outil qui aligne toutes les énergies, à savoir l'énergie de ma pensée, l'énergie de ma parole et l'énergie de mes actions. Et cet outil, c'est un outil de vie qui permet à la vie de se manifester pleinement. Et je prends souvent l'exemple qui peut peut-être être choquant pour certains, mais d'Hitler. Hitler était un homme cohérent. Il pensait certaines choses, mais d'une façon tout à fait pathologique. Il les disait haut et fort, on ne peut pas dire qu'il ne disait pas ce qu'il pensait. Et il agissait en fonction de ce qu'il avait dit. Et du coup, ça marche. Parce que la cohérence est vraiment cet outil qui permet à la vie de ne pas perdre d'énergie. Tout est focalisé vers un objectif, canalisé, je dirais. Et Mère Teresa était très cohérente aussi, sauf qu'elle pensait d'une façon beaucoup plus heureuse quelque part, parce que ça venait d'un endroit apaisé en elle, qui n'était pas névrotique ou pathétique comme celui d'Hitler. Et du coup, elle disait haut et fort ce qu'elle pensait, et surtout elle agissait en fonction de son discours. Et de nouveau, ça marche aussi. Tu vois? Ouais. Alors, je me suis demandé pourquoi les actions de Mère Teresa rencontraient parfois moins de succès auprès des foules que celles d'un Hitler, ou d'autres grands dictateurs qui ont emmené des foules derrière eux dans des actes atroces. Et je crois que ça répond à la névrose humaine, en fait. Quand quelqu'un vient avec sa névrose stimuler la nôtre, on peut très vite s'enflammer, nos passions se réveillent et on part avec lui dans des chemins où on risque de se perdre. Mais en même temps, quand quelqu'un vient parler d'un endroit plus profond, plus conscient, plus aimant en soi, ça séduit moins dans un premier temps parce que la majorité d'entre nous, nous sommes quand même très névrosés la plupart du temps. Ouais, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'en fait, on est quasiment tous névrosés en réalité. Oui, et c'est la raison pour laquelle, tu vois, par rapport à tout ce qui nous anime
tant toi que moi, et j'imagine plein de gens qui sont avec nous ce soir, et notamment par rapport à cette question de la santé, du réchauffement climatique, de la protection de l'environnement, d'une autre façon de vivre, d'une autre façon d'éduquer, d'enseigner, d'élever les enfants, les élever dans le sens vraiment, les élever, les révéler. Eh bien, toutes ces questions-là semblent recueillir moins rapidement du succès parce que elles vont solliciter en nous une partie non névrotique, une partie apaisée, une partie qui voit et qui est remplie de bon sens. Alors que dès qu'on vient nous solliciter dans nos parties névrotiques, on fonce à fond dans gagner des parts de marché, fouetter nos enfants pour qu'ils travaillent mieux, de la performance, pillons la planète et allons-y gaiement. Et ça répond à la névrose humaine. Ouais. C'est là où on voit que le conditionnement de notre société est extrêmement puissant en réalité, parce que tout ça, c'est le prisme médiatique, enfin, c'est tout le conditionnement de notre société qui nous rend en fait névrotiques, quoi. Terriblement. Et en fait, la société, c'est nous, hein, Julien. Donc finalement, c'est pas un corps extérieur à nous. Nous en faisons partie. Et donc, elle est à notre image, à l'image de notre cerveau, de la façon dont nous l'utilisons, et en particulier de notre cerveau reptilien. Ce cerveau très primitif en nous, qui a des tas de conditionnements, comme tu disais, des mécanismes automatiques pour s'adapter. Mais malheureusement, la plupart de ces mécanismes sont névrotiques. C'est-à-dire qu'ils créent des situations qui recréent exactement ce que l'on essaie d'éviter. Hein? On veut du contrôle sur la vie, on contrôle de plus en plus, et à un moment donné, ça nous échappe puisque la vie doit quand même trouver son chemin. Elle ne peut pas être prisonnière de nos schémas rigides et contrôlants. Donc, fatalement, on recrée une situation où on perd le contrôle. On a peur de perdre un lien, on fusionne avec les autres, on veut absolument ne pas les perdre, quitte à les manipuler, et tôt ou tard, les autres étouffent à notre contact et ils sont obligés de prendre de la distance et on est reblessé dans cette peur de perdre le lien. Donc, c'est cette névrose. Et malheureusement, c'est la vie ordinaire. C'est notre vie ordinaire. La vie extraordinaire, c'est la vie de la conscience qui voit tout ça et qui dit non, il y a une autre manière d'être au monde, qui est une manière apaisée où j'ai pas toujours besoin de me défendre, de prendre plus que ce que j'ai besoin, de stocker plus que ce que j'ai besoin, de manger plus que ce que j'ai besoin. Mais pour ça, il faut un petit travail d'éveil de la conscience. Enfin, c'est même pas nous qui éveillons la conscience, mais il faut au moins apaiser son mental pour qu'elle puisse s'éveiller en nous. Et oui, c'est ça. Mais du coup, est-ce que la clé, ça serait pas de commencer dès l'école, dès nos parents, en fait, dès notre éducation? Mais c'est le seul moyen. Parce que regarde, j'aimais cette phrase du Dalai Lama qui disait que finalement, enfin, je sais pas si c'est le Dalai Lama qui l'a dit. Je crois pas. C'est un Tibétain en tout cas. Et il disait, ce qui est triste quand on regarde comment évolue l'Occident, c'est de voir que finalement les gens passent leur âge adulte à réparer leur ego blessé dans l'enfance. Et cet ego blessé, un ego, on en a, et c'est cette capacité de dire c'est nécessaire d'avoir un ego, une identité, hein, c'est ce mental qui crée ce moi pour parler de lui quelque part, pour parler de son activité, de perception, de sensation, d'émotion et de pensée. Mais par contre, un ego blessé, ça, on ne devrait pas en avoir. Parce que c'est lui qui crée la névrose et tout le chaos et la souffrance qu'il y a dans ce monde et tous les déséquilibres et la non-harmonie de ce monde. Et effectivement, c'est à l'école que ça commence. Donc déjà, on devrait arrêter de blesser les enfants à l'école, arrêter de leur dire que c'est pas assez, arrêter de ne regarder que ce qui leur manque et ne pas valoriser ce qu'ils ont en eux à exprimer dans leur singularité, dans leur originalité, leur créativité. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, l'étape où je suis arrivé maintenant dans ma vie, c'est une étape de transmission et d'élévation. Je préfère dire élévation et pas élevage, hein, ou que éducation. Mais vraiment, alors je m'adresse à des adultes à travers l'école de la présence thérapeutique qui va être rebaptisée école de la posture juste dans quelques jours. Mais parce que ces adultes sont blessés et ce sont leurs enfants intérieurs qui sont blessés, qui continuent à agir et à polluer ce monde, piller ce monde, faire la guerre, manipuler, se mentir à eux-mêmes, être dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-rigidité. Enfin, c'est le chaos de notre monde et sa souffrance.
Alors, on peut aider les adultes à le faire, mais au sein, par exemple, de l'école de la posture juste, on a l'espoir qu'on va pouvoir aussi travailler avec les enseignants, ce qu'on commence à faire, parce que eux-mêmes ont un rôle, les parents, bien sûr, ont un rôle fondamental, mais les enseignants passent parfois plus de temps avec les parents, avec les enfants que les parents. Donc, eux ont un rôle fondamental de se connaître, de voir comment s'ajuster de manière juste pour que les enfants ne soient plus blessés et participent à cette éclosion de vie. Et puis, on espère pouvoir mettre un jour des ateliers en place pour les enfants, de façon ludique, pour les autoriser à vivre ce qu'ils ressentent. Enfants comme moi, je t'entendais témoigner le petit montage qui annonce l'apparition du magazine, qui est une magnifique idée, ce magazine. Enfin, toutes ces idées autour de l'éducation sont importantes et magnifiques parce que, comme tu le disais, enfant, ta particularité de dyslexie est devenue une pathologie, alors que ce n'est qu'une particularité. Et qui peut même avoir certains avantages si on va plus loin, tu vois. Moi, j'étais un enfant hyper sensible, mais vraiment très, très, très sensible. Aujourd'hui, on m'aurait sans doute étiqueté un petit peu Asperger, limite autiste. Mais j'ai eu la chance de trouver des refuges. Tu parlais de l'Égypte. C'était pour moi l'Égypte. Je me suis réfugié dans cet imaginaire-là. Et mes parents, je leur rends hommage parce qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas me contraindre à sortir de cet imaginaire. Je suppose que je les rassurais suffisamment par mon cadrage scolaire, mais malgré tout, ça m'a permis de canaliser cette sensibilité. Mais tant d'enfants sont détruits parce que leur sensibilité n'est pas accueillie et que rien n'a été mis en place, aucun cadre n'a été mis en place pour les laisser fleurir, les laisser s'épanouir. C'est tellement triste. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'on avance quand même dans le bon sens. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, ça met du temps parce que c'est vrai que c'est quand même de très gros organismes, pour pas dire des mastodontes. Mais voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, vu que nous, on met quand même pas mal d'énergie là ces 7 dernières années, on voit beaucoup de choses. On est en contact avec les institutions, avec le ministère, avec l'UNESCO, avec tous ces professionnels qui sont aussi à l'extérieur. Donc, on voit quand même que les lignes bougent et ça avance vraiment dans le bon sens. Sauf qu'effectivement, voilà, il faut être patient. Peut-être que ça sera davantage visible d'ici 10-15 ans. C'est pas impossible. Mais voilà, haut les cœurs, en tout cas, la direction est bonne. Maintenant, à nous de continuer à mettre de l'énergie, chacun de notre côté, avec qui on est, avec nos compétences, notre réseau, etc., pour essayer d'accélérer peut-être un peu plus le processus. Oui, parce que il faut jamais se décourager quand on fait partie du peloton de pionniers par rapport à une idée ou une façon d'envisager l'organisation de nos sociétés. Moi, je me rappelle qu'en 2006, en 2006, quand les éditions Fayard avaient publié mon livre « La solution intérieure vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit », je me suis fait traiter de tous les noms. David Servan-Schreiber avait sorti 1 ou 2 ans auparavant Guérir, ça n'avait pas été simple non plus, et moi ça a été vraiment des insultes, alors que ce livre comportait plus de 700 références scientifiques, que j'ai une formation médecin, j'ai pratiqué la chirurgie pendant 10 ans, donc j'étais non plus pas quand même tombé de la dernière pluie, et malgré ça, la société n'était pas prête à entendre que oui, le yoga pouvait aider, que oui, joindre plusieurs approches médicales venant de différentes cultures avait du sens et créer une médecine intégrative était vraiment une voie d'avenir pour répondre aux impasses dans lesquelles nous engagions. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, il y a eu un peu de colère en moi en disant mais enfin c'est des cons, Et puis je dis non, ça sert à rien. Et il faut continuer à faire une pédagogie, à expliquer, à poser des questions aussi. C'est la maïotique socratique. C'est poser des questions pour que les gens se rendent compte qu'ils sont dans des impasses. Et alors, progressivement, il y a quelque chose qui bouge. Et aujourd'hui, quand je vois dans la presse, notamment féminine, qui est quand même une presse qui montre que c'est intégré dans la société, que ça se diffuse dans les familles, cette question des médecines alternatives et complémentaires ne se pose plus. Même si nos autorités essayent quand même d'y mettre un frein, mais pour d'autres raisons qui sont sans doute financières, etc. Mais en même temps, il y a quand même dans la population une prise de conscience et une ouverture. Donc, ça sera la même chose pour l'éducation, c'est évident.
Exactement. Alors moi, je te rejoins à 100%. Je me rappelle de l'époque 2003 où je crée mon entreprise. Nous, on parlait de yoga, de bien-être. Bah, tu sais qu'il y avait certaines entreprises, parce qu'on allait se rapprocher d'entreprises, parce qu'on pensait que c'était là où il y avait de l'argent en fait pour développer notre boîte. Et certaines boîtes pensaient qu'on était une secte, juste parce que on parlait de yoga, de bien-être. Moi, je me suis fait traiter pareil. J'avais écrit un article, la méditation, une médecine d'avenir, point d'interrogation, parce que je revenais de Washington, où j'avais été avec Mathieu Ricard assister à une conférence du Mind and Life Institute, où siégeait un panel de scientifiques principalement américains, mais aussi européens, et le Dalai Lama, sur cette question de la méditation, notamment en médecine et en psychiatrie. Et j'avais écrit un article très documenté, et on m'a demandé si je faisais partie d'une secte. Enfin, c'est pas qu'on me l'a demandé, on m'a dit que je faisais partie d'une secte. C'était plus qu'une question, c'était une affirmation. Donc, j'étais ému parce que personnellement, j'ai même pas de religion. Je veux dire, j'ai grandi dans un milieu chrétien, mais je me sens appartenir à aucune religion. J'essaie d'avoir une vie de conscience, une vie d'éveil spirituel, mais de là à rentrer dans une secte ou créer une secte, bon Dieu, quelle horreur. C'est une histoire enfermée. Mais comme quoi, voilà, une fois de plus, la bonne nouvelle, comme tu le soulignais, les choses avancent, ça met toujours un peu de temps, mais ça avance, et pour l'éducation, ce sera exactement la même chose. Parce qu'en plus, il y a tellement une demande qui est forte de tout le monde, c'est-à-dire des parents, des enseignants, enfin de tout le monde en fait qui est concerné, que évidemment le système s'adapte. Tu sais, il y a cette phrase darwinienne qui dit qu'il n'y a pas d'évolution sans nécessité. Et effectivement, c'est la nécessité qui va faire que ça va évoluer, parce que comme il y a des besoins et des réponses à y apporter. Donc oui, il faut. C'est juste une question de temps. Hein. Et Jeanne, je crois que c'est sœur Emmanuelle qui disait ça en parlant du futur. Elle disait mais il n'y a pas d'autre choix que d'arroser la graine qui nous paraît avoir le germe le plus bénéfique. Et même si on ne voit pas cette graine germer de notre vivant, c'est pas grave, on l'aura au moins arrosée. Et je vis ma vie comme ça aussi par rapport à tous ces sujets qui sont parfois. Il faut beaucoup d'humilité déjà, d'accepter que dans notre propre vie, il faut parfois du temps pour qu'on change de façon de penser, de penser le monde et de se comporter. Parce qu'il y a la façon de penser, mais après il y a le comportement. Donc déjà, si c'est si long dans la vie d'un individu, comment imaginer que ça ne prendrait pas du temps avec le facteur d'inertie d'une société, une véritable inertie et des intérêts contradictoires. Donc voilà. C'est la sagesse que d'intégrer le temps et on ne peut pas faire sans le temps. Ouais. Et si chacun à notre niveau, on peut semer des graines, comme tu dis, j'aime bien cette idée d'arroser. Si chacun peut semer des graines, chacun comme il peut, ben voilà, je pense que on accélérera davantage le processus. C'est un processus exponentiel. 2 personnes discutent avec plusieurs, il y en a 4 qui finissent par être convaincus, et puis ça fait 8, 16, 32, 64. C'est une courbe exponentielle. Donc, c'est ça qui est encourageant aussi. Évidemment, quand on est au début du mouvement, ça paraît très lent, et j'ai constaté d'ailleurs que certaines personnes plutôt pionnières dans certains domaines, sont très révoltées. Et alors, ça devient contre-productif parce qu'elles sont fâchées, elles poussent, elles agressent, et elles ne créent que de la résistance et de l'incompréhension. Donc, il faut vraiment faire cet effort de pédagogie, finalement. C'est aussi de l'enseignement pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu as dit à plusieurs reprises conscience et que dans ce que tu faisais, justement, dans tes activités, dans ce que tu incarnes, etc., t'essayais avec ton énergie qui tu es peut-être d'accélérer les prises de conscience ou d'élever les consciences. Voilà, à travers ton parcours, est-ce que tu aurais des outils peut-être à recommander aux gens, tu sais, qui nous écoutent et pour qui ton message leur parle? Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place dans leur quotidien, justement, pour, tu vois, faire ce premier pas pour commencer tout doucement à se déconditionner, par exemple? Ah oui, mais en fait, c'est le seul moyen. Je veux dire, c'est d'avoir des outils et de les pratiquer. Parce que on parlait du cerveau là tout à l'heure. Ce cerveau est tellement conditionné que il suffit d'appuyer sur un bouton et hop, tout le circuit de réaction et de comportement qui s'en suivent est activé. Donc, pour rééduquer ça, il y a une pratique, il y a rien à faire. Et donc, une ascèse, mais de ascésis,
qui veut dire l'exercice en grec, hein, c'est cette ascèse, et donc un engagement, une volonté de quand même cheminer vers autre chose. Donc déjà, ça ne peut se passer que quand on sent qu'on a besoin d'autre chose. Je crois que ça sert à rien de prêcher à des gens qui vous prêchez, ou en tout cas essayer de montrer ça à des gens qui vous disent qu'ils sont très bien dans leur système, ils n'ont pas du tout envie d'en sortir. Mais c'est à l'occasion des crises de ce système que tout d'un coup il y a une question, on se rend compte qu'il y a une logique qui nous a amenés là et que c'est pas très heureux, donc on pourrait peut-être changer certaines causes pour obtenir d'autres effets. Et là il y a une possibilité d'ouvrir et de proposer alors des outils très concrets. Et le premier outil que j'ai à proposer, parce que pour moi c'est le plus efficace pour apaiser le mental, et donc calmer la personnalité qui se raconte des histoires et se fait très peur à l'avance, qui donc se comporte de façon très névrotique. Eh bien, pour calmer le mental, il n'y a pas de meilleur outil que l'autorégulation de l'attention, qui est la première étape de la méditation. C'est ce qu'on appelle en anglais le mindfulness, qu'on a appelé pleine conscience et qui n'est pas une bonne traduction parce que mind, c'est le mental, hein. En français, on dit l'esprit, mais c'est le mental. Et mindfulness, c'est plein de mental, mais c'est plein de cette présence attentive à ce qui se passe dans l'instant, en nous, des sensations, des émotions, des pensées, et étant pleinement présent à ce qui se passe dans l'instant présent, sans commencer à réfléchir, à commenter, à juger, le mental finit par s'apaiser. Et alors, quand on a commencé à pratiquer cette pleine attention, cette présence attentive, le plus régulièrement possible dans sa journée, peut-être de façon un peu formelle, un peu le matin, un peu le soir, pour s'y entraîner, pour entraîner le cerveau aussi, alors on peut aller plus loin. Et c'est ce que moi je propose, que j'appelle plonger dans le silence intérieur, parce que tout au fond, derrière ce brouhaha de l'activité du mental, il n'y a que du silence, qui est l'espace dans lequel tout ça apparaît, tout ça disparaît. Et les pensées, les sensations, les émotions sont des phénomènes passagers, ça ne reste pas très longtemps. Mais cette plongée dans le silence, alors, quand le mental commence à s'apaiser, elle consiste à ouvrir la poitrine, se détendre profondément, respirer, être dans ce qu'on appelle le tantra. Le tantra, c'est un très vieil héritage qui travaille sur la conscience de l'énergie et l'énergie de la conscience. Et c'est un ensemble d'exercices à la fois méditatifs et physiques qui vraiment permettent une transformation profonde. Et donc, en travaillant physiquement, en libérant le cœur, la zone de la poitrine, en créant cette détente, le mental s'apaise encore plus profondément. Et alors, on peut commencer à focaliser l'attention sur ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, des émotions, des pensées. Et on commence à entendre ce silence. Et plus on entend ce silence dans sa vie, plus l'endroit d'où on parle, l'endroit d'où on pense et l'endroit d'où on agit est paisible. Et donc, c'est une toute autre, quelque chose d'autre se révèle à partir en nous. C'est la conscience qui s'éveille. Et c'est ce cœur éveillé permet l'éveil de la conscience. Les bouddhistes disent la bodhicitta, le cœur éveillé. Donc ça, c'est l'outil, pour moi, le plus fondamental. Et après, c'est d'avoir des mots pour décrire ce que nous vivons. Et c'est ce que j'essaie de faire en utilisant le vocabulaire de la psychologie intégrée dans le corps, vraiment une psychologie qui décrit ce qui se passe dans le corps, pourquoi telle défense fait qu'on s'effondre, telle peur fait qu'on se gonfle pour dominer, ou telle autre fait qu'on se ferme parce qu'on se protège. Et quand on commence à être très conscient de tout ça, alors on a un espace de liberté pour s'ajuster et ne pas tomber dans le piège de toutes ces défenses et de toute cette névrose. En fait, c'est simple. Il faut pratiquer. Il faut être emmené sur ce chemin et puis après se dire, j'ai vraiment envie de vivre ma vie de cet endroit de curiosité, de regarder ce qui se passe, de ne plus être dans la réaction immédiate, mais d'avoir un recul et de devenir maître de mon existence, c'est-à-dire capable d'apporter des réponses conscientes et pas simplement des réponses automatiques, parce que je crois être libre et la plupart du temps, je ne le suis pas. Moi et nous tous, la plupart du temps, on ne fait que réagir.
Et là, les publicitaires sont très malins parce qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire pour nous faire réagir comme des moutons, pour consommer, pour dépenser, pour polluer. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Alors, si on veut vivre ce piège-là, libre à nous. Mais si on commence à sentir que ça crée des conditions de vie un peu difficiles, alors on a des outils. Oui, ça c'est sûr, et je trouve d'ailleurs que maintenant, enfin, j'ai le sentiment en tout cas qu'à l'époque, une fois de plus, moi quand j'ai commencé à développer tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y avait autant d'outils qu'on le retrouve là aujourd'hui. Je parle en termes de livres, en termes sur Internet, tu sais, des lives comme on fait ce soir par exemple. Ça peut être plein de conférenciers qui donnent aussi plein de clés. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que maintenant, là, dans notre société, on a vraiment quasiment tout ce qu'il faut autour de nous pour la personne, comme tu le disais, qui est motivée de se prendre en main, en fait, quoi, d'aller dans ce sens-là, de s'occuper d'elle-même, quoi. Oui, je trouve que la richesse de ce que nous vivons actuellement, c'est que, tu vois, dans les années 60, enfin, moi, je suis né dans les années 60, donc j'étais sans doute j'étais trop jeune pour aller chercher ces outils. Même si il m'interpellait, j'étais un enfant assez mystique, assez contemplatif, et très jeune, j'ai pratiqué le yoga, j'avais 10-11 ans, avec les livres d'André Van Liesbeth, et puis, à l'époque, un peu plus tard, vers l'âge de 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à fouiner dans les livres du bouddhisme, essayer de comprendre la méditation, et j'étais un peu perdu parce que le langage qui était utilisé dans ces livres était un langage issu de certaines traditions, mais qui n'était pas la mienne. Et donc, je ne savais pas comment rattacher ça dans le concret de mon existence. Et la richesse de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui, s'étant appropriés ces outils, les ayant explorés, et puis ayant fait leur chemin, ont une façon de les relivrer dans la société de manière plus accessible, parce qu'ils sont traduits dans les mots et avec les images, les représentations de notre culture. Et en tout cas, c'est l'essence même de mon travail, c'est de dire, allons chercher, parce qu'on n'invente rien, le patrimoine de l'humanité est d'une richesse extraordinaire, et tout est là, mais depuis la nuit des temps, sans doute, parce que l'être humain n'aurait pas survécu s'il n'avait pas eu tout ça. Mais en même temps, aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, ça vaut la peine de le reformuler, en faisant attention de ne pas le dénaturer. Parce que parfois, j'ai vu aussi dans ces efforts d'adaptation à notre culture et de vulgarisation aussi, j'ai vu parfois de la dénaturation ou de la simplification. Or, il ne s'agit pas d'être compliqué, mais de respecter la complexité, la subtilité, le détail qui va tout changer quand on commence à faire ce genre de choses. Ah, je suis d'accord. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le yoga. Le yoga qu'on connaît là dans nos sociétés occidentales, ça n'a rien à voir avec le yoga d'origine. Et tu sais, à l'école de la posturgiste, au début, on n'accueillait que des soignants. Mais maintenant, on a ouvert à tout le monde. Mais il y a eu une phase intermédiaire où on accueillait des soignants qui n'étaient pas soignants, des gens qui avaient une action auprès des autres, et notamment des professeurs de yoga, mais qui n'avaient pas le qualificatif de soignant, même si un bon professeur de yoga, c'est un thérapeute, il apporte vraiment un mieux-être et des solutions de préservation de la santé, voire de guérison de la mauvaise santé. Et donc, on a commencé à accueillir des professeurs de yoga, des professeurs de Qigong, et on a des exercices que nous, on appelle bioénergétiques, parce qu'ils travaillent sur l'énergie de vie, et ces exercices sont simples, mais ils touchent aux fondamentaux du yoga, du Qigong. Et on voit parfois des cours de yoga et de Qigong aujourd'hui, et même ces professeurs nous le disent, parfois ça change leur pratique parce que on oublie les fondamentaux. On s'attache à la forme, on s'attache à bien faire un enchaînement de mouvements dans le Qigong ou ces asanas, ces postures dans le yoga, mais on est encore avec cette idée de performance qui doit lâcher tôt ou tard, sans ça on finit par se faire mal. Mais en même temps, on peut aller travailler sur les fondamentaux, sur ces tout petits détails qui font qu'on a vraiment travaillé en profondeur le corps et donc la conscience. Complètement. C'est marrant que tu parles de performance parce que c'est une remarque que je me suis fait pas plus tard qu'il y a quelques heures en ayant fait du vélo. Parce que j'aime bien, moi, justement, aller faire du vélo comme ça pendant une petite heure. Et je croise à un moment donné un jeune homme qui est en train de courir et je sens qu'il donne tout. Et donc, il s'arrête et le premier réflexe qu'il a, c'est regarder sa montre et donc j'imagine le chrono qu'il a fait.
Tu vois? Et en fait, dans ma tête, je me suis dit ça, en fait, exactement. Je me suis dit, c'est dingue, quoi. Même dans le sport, il y a quand même, même en étant individuel, il y a cette notion de performance et de réussite. C'est fou, quand même. C'est terrible parce que non seulement il y a bien sûr sans doute une motivation de prouver aux autres, de montrer aux autres, d'afficher ses résultats, mais c'est une guerre à soi-même que l'on fait. Hein. On finit par ne plus être doux avec soi pour se prouver à soi. Toujours tout ça dans ce mythe de la performance et on est piégé par les gens qui, aujourd'hui, pour vendre, inventent des montres qui enregistrent nos battements de cœur, des montres qui enregistrent nos nombres de pas, et qui nous rappellent à l'ordre quand on n'a pas assez marché dans la journée. Mais c'est quoi ce délire? Moi, j'ai pas besoin d'une montre pour me dire si j'ai assez marché ou pas. Si je suis conscient et que je sens mon corps, je vois bien qu'il y a des moments où il est un peu tendu, un peu fermé, parce que je l'ai plus fait bouger. Et alors, à moi de bouger. Mais comment toujours dépendre du monde extérieur qui nous conditionne à plus de performance pour plus consommer et donc pour plus produire. Et on n'en dira jamais, donc on reviendra pas à cette autorité intérieure que nous avons tous. Et ouais, et ça me fait penser du coup aussi à la compétition. On voit bien que même dès l'école, on est en compétition avec nos camarades. Quand tu rentres dans l'entreprise, tu es aussi en compétition finalement avec tes camarades de jeu, quoi, quand tu es salarié. Tu vois, il y a aussi cette compétition qui se met en place en fait de manière un peu naturelle dans notre société, quoi. Il suffit d'écouter le vocabulaire, le langage. On prend des parts de marché, on gagne du terrain. Oh mon Dieu, même en médecine, hein, c'est plus que la guerre. Même la naissance d'un enfant devient une guerre. On sort l'artillerie, on a des armes. Non. Il faut reprendre un petit peu de bon sens, c'est-à-dire regarder tout ça de cet endroit paisible, silencieux en nous, qui n'est pas dans la peur et qui est dans l'amour, dans l'accueil, dans l'acceptation inconditionnelle. C'est pour ça qu'ouvrir ce cœur, cette détente profonde, c'est les yogis qui nous enseignent ça, qui disent chaque fois que tu te détends, tu aimes, et chaque fois que tu permets à un autre de se détendre, tu l'aimes. C'est un principe fondamental du yoga et de cette réunion, hein, yug. Enfin, c'est pas à toi que je vais raconter ça, mais ce yug qui réunit, se joue, hein, joindre, c'est la même racine, qui réconcilie toutes les parties de l'être. Et malheureusement, on est conditionné à tout à fait autre chose. Jusqu'à avoir déformé les propos de Darwin, puisque je parlais de Darwin tout à l'heure, en retenant que le struggle for life, le combat pour la vie, alors que Darwin n'a pas dit ça. Hein, c'est Herbert Spencer, qui était un philosophe de l'ère victorienne, qui a repris les propos, les écrits de Darwin pour justifier tout le comportement de la société victorienne, qui était une société terriblement guerrière, conquérante, colonialiste. Et donc, on a dit, oui, la vie, c'est le plus fort qui doit gagner, c'est le sens de l'évolution, mais c'est pas vrai du tout. Et à la même époque, Kropotkin disait, mais la vie, c'est d'abord de la collaboration, c'est d'abord de l'harmonie, c'est d'abord que chacun trouve sa juste place pour participer à un ensemble. Il n'y a pas à exclure ou à tuer, il y a à intégrer. Et c'est tout ça qu'il faut qu'il change dans notre tête, parce que sans ça, on continuera à courir en regardant son temps et en prouvant qu'on a été dans une performance. C'est vrai. Du coup, j'en reviens au titre de ce soir. Alors du coup, c'est quoi la posture juste pour être en harmonie? Mais, tu sais, d'abord, ce titre de posture juste, il vient de ce qui est proposé à l'école, mais en même temps, ça peut paraître un titre un peu prétentieux, parce que qui suis-je pour dire ça c'est juste, ça c'est pas juste, bon. Et en même temps, déjà, il faut, je crois, faire la différence entre la justesse et la justice. La justice est un ensemble de lois qui sont censées faire respecter les droits des individus dans une organisation donnée, à une époque donnée, avec un projet commun défini à l'avance. Et la justice du Moyen-Âge n'est pas celle de notre époque, parce qu'au Moyen-Âge, on acceptait que le roi avait plus de droits que ses serfs, et bon, ok. Mais la justice, donc, est très relative d'une époque à l'autre. La justesse, c'est quelque chose, je dirais, de beaucoup plus organique, qui touche à la vie, à son organisation. Pas simplement l'organisation des sociétés humaines, l'organisation du vivant. Et alors, on peut voir la justesse comme la capacité de s'adapter aux circonstances le mieux possible.
Et du coup, on peut aussi dire que cette justesse est relative parce que tu vas t'adapter aux circonstances de ton existence différemment que moi, parce que tu as d'autres contingents, d'autres priorités, d'autres besoins. Donc, il y a une sorte de relativité dans la justesse. Sauf que mon expérience de méditant m'a fait voir, et bon, ça c'est, je peux pas dire autrement, qu'il y avait un bien suprême, ce bien suprême qui est la vie. La vie, mais encore faut-il comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle nous demande pour y participer pleinement. Mais la vie qui est conscience, qui est pure présence et qui est pure accueil, intégration de tout ce qui est. Et donc qui régit par des lois d'harmonie et d'équilibre. La vie a horreur du trop ou du trop peu. Dès qu'il y a trop ou trop peu, elle trouve une manière de rééquilibrer ça pour que ça reste harmonieux. Et la maladie est souvent, si pas toujours, l'expression d'un de ces déséquilibres, quand il y a du trop ou du trop peu. Et donc, s'il y a un bien absolu qui est la vie, eh bien, il y a sans doute une justesse absolue aussi, qui est la capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence en respectant le maximum de vie en nous et autour de nous. Et ça demande des ajustements permanents. Ça demande de ne pas tomber dans nos névroses, que je peux identifier au nombre de 5, et c'est l'objet de ce livre et de cet enseignement, la peur du contact, qui donne tout de suite une réaction de retrait, de déconnexion, de fuite. C'est la première défense du vivant. Henri Laborie avait écrit ce magnifique livre, L'éloge de la fuite. C'est vraiment tout le vivant, depuis la cellule jusqu'au mammouth, fuit quand il y a le danger. C'est la première défense. Ou se rétracte, la cellule se rétracte quand on met un toxique dessus. Le deuxième mouvement, c'est l'effondrement, parce que on est en lien et on a peur de perdre le lien. Alors on s'effondre on a tendance à vouloir fusionner, à vouloir s'accrocher aux autres dans un lien qui n'est pas sain. Et troisième, c'est que pour garder ce lien, on peut s'oublier, ne plus dire sa vérité, ne plus exprimer ses besoins, parfois même plus savoir ses besoins, et tomber dans une forme de soumission. La quatrième, c'est pour garder le lien, au contraire, au lieu de se soumettre, on va contrôler le lien par la séduction, par la culpabilisation, la manipulation, l'agression. Et on va se décentrer pour garder un impact sur le monde extérieur. Et puis, la cinquième, c'est que, comme on a peur de ne pas être accepté avec tout ça dans ce monde, on fait croire à quelque chose de tout lisse, de tout parfait, qui ne montre aucune passion derrière, mais qui en fait est une fiction totale. Et ces grands mouvements énergétiques qui donnent des comportements qu'on appelle schizoïdes quand on se coupe, oral quand on veut fusionner, masochiste quand on se soumet pour garder le lien, psychopathe quand on veut contrôler pour garder ce lien, ou rigide quand on cache tout ça derrière une belle image. Tous ces comportements ont des réponses. Tous ces mouvements énergétiques ont des réponses qui quittent la névrose alors. Et le premier est plutôt que de se déconnecter, c'est d'être s'ancrer, pleinement s'ancrer, être là, présent dans le temps, l'espace, dans son corps, dans la réalité, ne pas la fuir. Deuxième comportement, ne plus s'effondrer, se redresser, se remplir de l'intérieur, ne pas avoir toujours besoin de se nourrir de l'extérieur, mais faire appel à ses ressources intérieures. La troisième, c'est arrêter de se soumettre, de tout contenir, de même plus dire ses besoins, de garder de la colère, parce que la colère est souvent reliée à nos besoins, et au contraire de s'exprimer, de dire qui on est, mais sans agresser, juste dire qui on est, montrer ses limites, montrer ses besoins. La quatrième, ça serait au lieu de se décentrer pour tout contrôler, mais au contraire de rester centré, de ne pas avoir besoin de convaincre, mais de simplement témoigner, le cœur ouvert, sans avoir besoin de renforcer l'estime de soi en écrasant les autres ou en les culpabilisant, les manipulant. Non, juste être là, dans l'authenticité, qui alors nécessite, pour le coup, de laisser tomber ce masque tout lisse de notre rigidité et d'être spontané, d'être authentique, d'être vrai avec les autres et de revenir dans la réalité. Et moi qui ai pratiqué le yoga, mais surtout après le Qigong et le Tai Chi, je me suis rendu compte que quand ces 5 ajustements étaient faits,
qui répondent à ces grandes blessures qui avaient été décrites par Wilhelm Reich, Lowen, Pirakos, qui étaient dans la lignée de Freud, mais qui eux étaient allés vers le corps, alors que Freud n'avait pas du tout exploré le corps. Il en parlait, mais il n'explorait pas. Mais Reich a vraiment exploré le corps, l'énergie dans le corps et comment la blessure psychique s'y inscrivait. Eh bien, tous ces ajustements qui répondent à ces comportements névrotiques qui avaient été décrits par ces gens-là, j'ai constaté que il nous faisait revenir à la posture de base du Qigong, à la posture de base de tous les arts martiaux, qui est ce Wuji, ce grand espace rempli de tout ce qui n'est pas encore manifesté. Cet espace paisible qui est représenté par un cercle apparemment vide, mais qui est rempli de tous les potentiels possibles encore non manifestés. Et ce Wuji, eh bien, on est ancré, on ne s'enfuit pas, on est redressé, on est dans une autonomie, mais on est ouvert, on est aussi très centré et on est fluide, on s'adapte et on reste vivant. Et c'est à partir de là qu'on commence toute la pratique du tai chi et des arts martiaux, puisque une fois qu'on quitte le Wuji, on rentre dans le temps et l'espace, la manifestation se produit et alors viennent les polarités. Le yang qui pousse, le yin qui se détend. Et c'est cette danse, le tai chi chuan, c'est une danse du yin et du yang qui nous apprend à intégrer ça dans notre corps et à le vivre plus que d'un seul côté yang ou d'un seul côté yin qui se crée de nouveau dans du trop ou du trop peu, mais dans une harmonie, dans un équilibre, dans un ajustement permanent. Et c'est ça la posture juste. À la fois énergétique, psychologique, physique, voilà. Tu prêches à convaincu, hein. Moi, je recommande les arts martiaux à tous les parents qui ont des enfants relativement jeunes, qu'ils essayent, en fait, juste pour voir s'ils vont accrocher ou pas. Ça peut être n'importe quoi, le karaté, le judo, le kung-fu, ce que vous voulez. Parce que moi, j'ai vécu ça, et donc je te rejoins à 100%, mais j'ai fait pendant 14 ans du kung-fu. Et en fait, quand je t'écoute, je ressens ça intimement, tu vois, depuis de nombreuses années, quoi. Donc, pour moi, c'est un vecteur, les arts martiaux, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Et je trouve que c'est même une école de la vie, en fait, les arts martiaux. Et ouais, vraiment. Magnifique. Et ce que je pourrais trouver parfois dommage, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais dans la culture où nous vivons, les arts martiaux n'ont pas toujours été compris parce qu'ils ont été de nouveau interprétés avec notre vision martiale guerrière, dans la performance, dans la compétition, et c'est pas ça, c'est un travail intérieur, c'est une maîtrise intérieure des mouvements de la vie que l'on accompagne et qu'on utilise au mieux. Hein, et c'est pas du tout vouloir passer en force, et même si de grands champions d'arts martiaux le vivent comme ça, malheureusement, le public ne le voit pas comme ça, ne voit pas ce travail intérieur. Il ne voit que le résultat extérieur qu'il interprète comme il a gagné, il lui a cassé la gueule, c'est génial. Non, c'est pas ça. Et pour ça, Bruce Lee, que je regardais quand j'étais gamin, il avait cette volonté de transmettre ce message en disant ne vous fiez pas aux apparences, c'est pas un combat, c'est une maîtrise, c'est tout à fait différent. Ouais, puis c'est même, j'allais dire, c'est même une quête de soi, hein, parce que c'est vraiment dans ces périodes-là, moi, j'ai vraiment beaucoup appris sur moi, en fait, sur ma machine biologique, sur mon esprit. Ça a développé plein de compétences. Enfin, pour moi, c'est incroyable. C'est une vraie école de la vie. Donc, voilà. S'il y a des parents qui nous écoutent ce soir et si vous avez des enfants qui ont un peu d'énergie à revendre, qui testent un martial, ça peut être sympa, quoi. Alors, tu sais, quand je t'écoutais, Thierry, je pensais aussi à une chose par rapport à ce conditionnement, parce que, évidemment, comme je te disais, tu prêches un convaincu et je te rejoins à 100%. Et il y a quand même une notion qui est hyper importante, je trouve, dans notre société, c'est le regard de l'autre. Le regard de l'autre va nous bloquer, en fait, dans beaucoup de choses. Et je pense aux personnes qui aimeraient franchir ce pas et qui pourraient avoir un entourage qui va pas être forcément réceptif, tu vois. Et donc, ça, je sais que c'est pas évident. Moi, ça a été un long cheminement dans ma vie de me dégager, justement, tu vois, du regard de l'autre. Est-ce que tu as des petits outils, des conseils? Ça touche précisément à ce 5e ajustement dont je parlais, qui touche à la rigidité. Le regard de l'autre, il vient de cette blessure que nous portons tous, de croire que nous ne serons pas acceptés avec notre originalité, notre spontanéité et nos reliefs. Et du coup, on
on se conforme à ce que l'on croit que l'on attend de nous, parce que c'est pas forcément ce qui a été attendu de nous, mais on croit cela et on s'y conforme. Et le problème, c'est que dans nos systèmes éducatifs, ça devient une sorte de standard, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons tous afficher, déjà dans les programmes scolaires, on doit tous connaître les mathématiques et pas laisser l'originalité. Maintenant, comme tu le disais très justement, on commence de plus en plus à comprendre que on fait fausse route en faisant ça, mais du coup, on range les gens dans des cases hyper rigides et ils peuvent plus en sortir. Et ils deviennent leur propre censeur. C'est-à-dire que avant même d'oser sortir de là, ils se disent non. Je peux pas. Je vais être rejeté, les autres vont plus m'accepter et je vais perdre des avantages de vivre parce que nous sommes un animal social. Donc, nous avons quand même besoin de vivre en lien et même en meute, je dirais, en clan. Et tu vois, par exemple, cette crise de la Covid-19 dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui me paraît très, très liée à ce comportement rigide. Rigide et masochiste, c'est-à-dire on se soumet beaucoup et c'est même dans le livre, page 177 pour ceux qui l'ont sous les yeux, il y a un tableau récapitulatif de toutes ces blessures et de comment elles s'articulent entre elles. Et il y a vraiment un axe en nous très puissant qui est l'axe rigide masochiste. C'est-à-dire que nous avons une idée préconçue de ce que nous devrions être pour correspondre aux standards d'une société et y avoir notre place, le droit d'y exister. Et nous imposons à notre partie masochiste de ne plus dire sa vérité, de ne plus exprimer ses besoins et de subir. Et comme nous sommes dans une forme d'impuissance, très souvent ça génère de la dépression, parce qu'on sait que l'impuissance et la résignation surtout est un facteur de dépression, ça a été montré, des études sur le rat, etc. Et du coup, quand on doit élire des politiciens pour nous protéger, nous guider, on élit des gens qui sont rigides comme nous, qui ont la même idée préconçue d'une certaine réalité parfaite où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a plus d'inconfort, tout va bien, plus de vie, quoi. Mais en même temps, ces gens-là ne sont moins masochistes, ils sont plus psychopathes, c'est-à-dire ils ont du charisme, ils savent séduire et ils savent aussi diriger, parce que le psychopathe en nous peut devenir un très bon leader, mais parfois il peut devenir un dictateur. Et je vois pour l'instant une dynamique entre des dirigeants qui se comportent de façon très psychopathique, même si leurs intentions ne sont pas mauvaises, mais leur mode de fonctionnement est très psychopathique, très dictatorial, et nous, en grande majorité, très masochistes. Et on sent la colère qui monte chez les gens, mais il y a ce rigide au-dessus qui dit non, t'as pas le droit, et puis que va penser ton voisin? Mets ton masque. Parce que ton voisin pourrait se fâcher, il pourrait même te dénoncer. Et on commence à sentir quelque chose qui se fige. Et ça, c'est très inquiétant. À l'aune de cette lecture psychologique, énergétique de l'être humain, on peut que constater, moi je n'ai pas d'interprétation de tout ça, je peux juste constater les mouvements et me rendre compte que nous sommes prisonniers de notre rigidité. Mais nous sommes une société extrêmement rigide. Et l'éducation est extrêmement rigide encore. Et c'est précisément là qu'il faut que ce cadre se fissure et redevienne fluide, redevienne vivant, parce que la vie, c'est de l'eau. C'est pas de la glace. C'est de l'eau liquide, je veux dire. C'est fluide. La vie ne passe jamais en force. Elle trouve toujours des chemins pour. Et la vie ne passe que par où c'est détendu. Je dis non, détendez-vous, vous sentirez la vie, l'énergie, ça ne passe que par où c'est détendu. En tout cas, pour moi, ça pointe du doigt, ce que je dis assez souvent, c'est qu'on est la résultante de nos choix. La vie qu'on peut avoir à l'heure d'aujourd'hui, en mettant de côté les cas un peu extrêmes, parce qu'il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, si on réfléchit de manière générale, j'ai vraiment le sentiment qu'on est responsable de nos choix et donc du coup responsable de notre vie, responsable de nos propres malheurs et aussi de notre bonheur. Et donc du coup qu'on se fixe, c'est ce que, à mon sens, tu sous-entends, aussi nos propres limites dans beaucoup de choses. Et donc forcément, on peut se laisser imaginer que si on est 7 milliards d'individus, on est probablement dans 7 milliards de mondes différents. Et l'idée, ce serait que chacun puisse se reconnecter réellement à qui il est, vraiment. Et là, peut-être qu'on se rejoindrait un peu dans nos mondes et qu'il y aurait une conscience qui serait peut-être un peu plus élevée, quoi.
c'est cette phrase, évidemment, qui est un peu bateau parce qu'on l'a déjà entendue beaucoup, beaucoup de fois, mais qui mérite d'être répétée. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Et donc, c'est vraiment un travail intérieur on peut pas espérer un changement extérieur sans travail intérieur, sans éveil de la conscience, sans désidentification de cette toute petite personne que nous croyons être, et en se rendant compte que nous sommes beaucoup plus que ça et qu'il y a de la vie en nous et qu'il faut la libérer. Il y a de la créativité et le monde va en avoir besoin parce que, bon, maintenant, il y a quand même de moins en moins de gens qui contestent l'avènement d'une crise climatique majeure. Ceci dit, je ne suis pas sûr que l'être humain est le seul responsable de ça. Je crois que c'est un cycle de notre planète et que des crises climatiques, il y en a eu souvent sur cette planète, mais que l'être humain a peut-être un peu accéléré. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est très fragile par rapport à cette crise parce qu'il n'est pas prêt à s'y adapter. Et pourtant, il a des capacités d'adaptation. Il l'a prouvé plusieurs fois dans son histoire. Mais aujourd'hui, justement, on est tellement prisonnier de certains modes de pensée et de fonctionner qu'on risque d'être très fragile parce qu'on risque de s'adapter un peu tard par rapport à l'exponentiel aussi de ces phénomènes climatiques qui va augmenter. Et donc, il va falloir qu'on revienne à l'intérieur, qu'on écoute la vie qui est en nous. Le slogan de l'école de la posture juste, c'est prendre soin de la vie en soi et autour de soi. Parce que en nous et autour de nous, en fait. Mais parce qu'il y a, c'est l'enjeu. Et c'est pas par hasard que tu as appelé ça école de la vie. c'est ça. Tout tourne autour de ça. Et je crois que notre culture s'est singulièrement éloignée de la vie. En voulant la contrôler, en voulant la manipuler pour calmer sa peur de disparaître, et en voulant avoir une emprise sur la vie qui comporte pourtant la mort. Il faut l'accepter. La vie n'a de valeur que parce qu'il y a de la mort. L'existence n'a de valeur que parce qu'il y a de la mort. Et la vie comporte existence et mort. Eh bien, notre culture s'est tellement éloignée de la vie qu'aujourd'hui, elle risque de le payer parce que la vie va nous rappeler à l'ordre. Elle a ses lois. Elle n'est pas méchante, elle va pas nous taper sur les doigts, c'est pas un vilain professeur, mais elle a ses lois, on peut pas échapper aux lois de la vie. C'est pour ça que je dis qu'on a une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi, et j'insiste beaucoup là-dessus, vraiment à chacun de trouver les bons outils pour lui, la bonne alimentation, le bon sport, trouver tout ce qui est bon pour vous, mais faites-le, et comme tu le disais au tout début de notre interview, avec rigueur et passion, parce que c'est comme on ancre vraiment les choses après dans notre quotidien et que ça devient une norme, quoi. Et ce mot rigueur, tu vois, c'est justement parce que chacun de ces traits de caractère, de ces comportements névrotiques, schizoïdes, oral, masochistes, psychopathes, rigides, chacun d'eux a des côtés éminemment positifs en potentiel. Et la rigidité, cette partie de nous qui veut les choses parfaites, bien mises, eh bien, son potentiel, c'est la rigueur. C'est l'engagement, c'est aller au fond des choses, c'est le commitment, la capacité vraiment d'y aller, de s'engager. Donc il faut pas tout jeter à la poubelle de nous, mais il faut l'apprivoiser et l'utiliser à bon escient. Alors ce mot responsabilité pour moi est essentiel, mais et je constate qu'il est encore très souvent confondu avec la culpabilité. Ah bah oui. Et on n'est coupable de rien parce que nous sommes les héritiers de longues générations avant nous, d'une culture, de conditionnement, d'expériences de vie qui nous ont blessés, on s'est adapté comme on pouvait. On est coupable de rien, mais on est responsable. On a une habilité à répondre. Et tant qu'on ne veut pas reprendre cette responsabilité, eh bien, on restera les victimes et ballottés par un destin qui viendra nous montrer notre aveuglement. Et ça passe très vite. Ça fait déjà un peu plus d'une heure. Généralement, je fais pas plus d'une heure. J'ai une dernière question à te poser. Ouais. Donc, on s'est rencontrés, je crois, il y a 4-5 ans. C'était autour du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et j'ai envie... Je n'arrive plus à resituer exactement quand, mais je me souviens que c'était pour ce film, effectivement. J'ai envie de te reposer cette question pour conclure. C'est quoi le bonheur pour toi, Thierry ? Eh bien, je t'avoue que je ne sais pas ce que je t'ai répondu à l'époque, mais je ne serais pas étonné,
en réécoutant cet enregistrement que je t'aurais dit que pour moi, le bonheur, c'était une notion dont je me méfiais parce que il y a peut-être autant de bonheur que d'individus sur cette terre, ou autant de définitions du bonheur que d'individus sur cette terre. Et du coup, pour moi, je ne cherche pas à avoir du bonheur dans ma vie. Même si j'aime beaucoup ce que la psychologie positive nous a montré à travers ses enquêtes, que ce qui rend les gens vraiment heureux, c'est que la vie est un sens. Et qu'est-ce qui donne vraiment du sens à une vie? C'est de pouvoir exprimer le meilleur de soi en lien avec les autres et au service de plus grand que nous. Et ça, ces enquêtes l'ont montré dans toutes les cultures de l'humanité. Ça ressort, et quel que soit le milieu socio-professionnel, religieux, etc. Mais en même temps, pour faire très court, alors je dirais plutôt, pour résumer tout ça, que moi, ce qui remplace le bonheur, c'est l'épanouissement. Et l'épanouissement, c'est de laisser fleurir tout ce qu'il y avait là en potentiel, qui était chez l'enfant, en moi, et qui a été brimé, qui a été cassé, qui a été inhibé par mes propres peurs, par mes propres enfermements, aussi évidemment les circonstances ou les éducations qui n'ont pas toujours été adéquates, mais en même temps en reprenant ma responsabilité de dire Thierry, épanouis-toi au maximum de ce que tu as envie de partager, de montrer, le meilleur de toi. Et donc j'ai, pour relier ça ce qu'on disait là tout à l'heure, j'ai vraiment le sentiment qu'en ce qui me concerne, je suis pleinement épanoui quand j'agis de façon relativement juste. C'est-à-dire que je respecte la vie, tu vois, en moi, autour de moi, que je respecte ses limites, que je respecte ses besoins, donc mes besoins, les besoins des autres, les besoins de notre planète, et que j'essaie d'avoir une vision, une conscience suffisamment éveillée, ou que je laisse la conscience éveillée suffisamment en moi pour pouvoir voir vraiment ce qu'il y a besoin. Voilà, ça me rend vraiment... Et tu vois, ça me rend enthousiaste, c'est-à-dire c'est entheos, ce Dieu à l'intérieur, cette vitalité à l'intérieur, et je me sens très vivant. Et cet enthousiasme me rend joyeux. Et peut-être que plutôt que d'être heureux, je préfère être joyeux. Et la joie, ça ne vient pas pour moi dans mon propos, parce que chacun utilise les mots à sa façon, mais quand je parle de la joie, c'est pas le contentement, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'objet, mais qui fait que même dans la difficulté, même dans la contrariété, il y a quelque chose en moi qui dit non, je suis vivant et je m'épanouis, je laisse la vie me traverser. Ça me rend enthousiaste et joyeux. Magnifique. Merci beaucoup Thierry. Merci pour cet échange, c'était chouette encore de discuter avec vous. Et puis je dis, tu sais, parfois quand je dédicace des ouvrages, je dis en intention commune, en commune intention, parce que on est beaucoup sur cette planète à avoir cette intention d'essayer que la vie puisse s'épanouir à travers nous pleinement et de réajuster tout ça. Et donc merci pour l'intention commune. Passe une belle fin de soirée. Merci et bonsoir à tous. Au revoir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»